sur le site Vauban de l'Université de Nîmes pour la finale régionale Occitanie-Est de ma thèse en 180 secondes. J'espère que vous êtes bien installés. Moi, je suis très content d'être là, d'animer cette finale. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je suis un ancien candidat de ma thèse en 180 secondes, donc cela fait toujours plaisir d'animer ce type de concours. Et la seconde, c'est que c'est la 10e édition du concours Ma thèse en 180 secondes, un événement de vulgarisation scientifique internationale ouvert aux doctorants et aux doctorantes francophones. En face de vous ce soir, il y aura 20 doctorants qui auront exactement 180 secondes et pas une seconde de plus pour vous présenter leur sujet de thèse. Alors, ils n'auront pas non plus de maquette de Jamie à la C'est pas sorcier, non, non. Ils auront seulement une diapositive pour compléter leurs propos et donc nous les découvrirons dans quelques instants. Sur les 20 candidats, 4 vont être sélectionnés, 3 par un jury que je vais vous présenter dans quelques instants. Et également, il y aura un candidat, un lauréat ou une lauréate qui sera choisi par vous, qui sera sélectionné par vous, cher public. Ça sera le prix du public. Et je vous expliquerai dans quelques instants également les règles pour pouvoir voter simplement avec votre téléphone. Mais je ne vais pas être plus long et je vais laisser la place pour un mot d'accueil à Benoît Roig, président de l'Université de Nîmes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Nîmes dans cet auditorium. Madame la représentante de Madame la rectrice chancelière des universités, Monsieur le représentant de Nîmes Métropole, cher Daniel Jean, Monsieur le délégué régional du CNRS, cher Jérôme, Madame la présidente de l'université Paul Valéry, chère Anne, également présidente de la coordination territoriale Occitanie-Est, Monsieur le président de l'université de Montpellier, cher Philippe, Madame la directrice de l'IMT Alès, chère Assia, Mesdames et Messieurs les étudiants, étudiantes, doctorants, doctorantes, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Guillaume m'a dit qu'il arrivait. Mesdames et messieurs les candidates et candidats, mesdames et messieurs, chers collègues, puisqu'il y a pas mal de collègues de l'université et j'en suis ravi. Très heureux de vous accueillir à l'université de Nîmes pour cette finale régionale. C'est la première fois, vous l'avez dit Guillaume, qu'elle se déroule à l'université de Nîmes et nous en sommes très, très heureux, très satisfaits d'une part de l'accueillir et également c'est une des rares fois où aussi on délocalise par rapport à Montpellier et c'est toujours intéressant de pouvoir disséminer un petit peu ces événements. Je vous remercie aussi d'être venus aussi nombreux. J'ai vu que sur la liste, il y avait un certain nombre de personnalités, les doctorants et surtout des amis, puisque les doctorants, les impétrants, on pouvait convier des amis. Donc voilà, je les encourage à crier, à encourager leur poulain. Pour ceux qui assistent pour la première fois à cet événement, je suis sûr vous allez être assez surpris. En tout cas, nous, c'est maintenant la 10e, on le redira tout à l'heure, mais on est toujours surpris par ce que nous entendons et ce que nous voyons. Et surtout quand on réfléchit à ce qu'est une thèse pour ceux qui en ont fait une. Donc quelques mots, vous l'avez dit, c'est un événement international à portée nationale qui est porté par France Université et le CNRS. Le concours est organisé à l'échelle régionale. Les lauréats concourent au niveau national et ensuite également pour les meilleurs vont aussi concourir à l'international. Ça a été dit, donc ça marque les 10 ans cette année 2023 de la manifestation. Depuis 9 ans, 9 éditions, la finale régionale est organisée en collaboration entre le collège doctoral de la coordination territoriale, le collège doctoral de l'ICITEMUSE et la délégation régionale occitanaise du CNRS. Ce sont ainsi des doctorants des universités de Montpellier, Université Paul Valéry, Université de Nîmes, de Perpignan, de l'École nationale supérieure de chimie, de l'École des mines d'Alès, de l'Institut Agro Montpellier et AgroParisTech. L'École des mines d'Alès, oui, je l'ai dit, issue des 12 écoles doctorales que représente le périmètre. Cet événement, et je vais le remercier fortement pour leur soutien sans faille et leur confiance, est soutenu par la région Occitanie, par les métropoles de Nîmes et de Montpellier et les partenaires de l'événement depuis le début, la CASDEN, Banque Populaire et la MGEN. Donc Guillaume, vous l'avez dit, 3 minutes ou 180 secondes. Les doctorants n'ont que cela.
un seul support et ils doivent être extrêmement convaincants pour donner satisfaction au jury et également au public. Mais c'est également pour nos doctorants un moyen de faire valoir leurs travaux, leurs connaissances, leurs compétences auprès du grand public et des acteurs socio-économiques. Donc ils étaient 31 à être auditionnés lors de la phase de présélection en janvier. Il y en a 20 qui vont se succéder, 12 de l'UM, un de l'Institut Agro, un de l'UPVD, 4 de Nîmes, je crois que j'en ai oublié un, Paul Valéry, exactement, et 2 de Paul Valéry. Et ces doctorants, ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont des degrés différents d'avancement de leur thèse, première, deuxième ou troisième année, et surtout, nous allons pouvoir l'observer. Et ça ne va pas forcément être facile à évaluer, puisque nous avons des sujets qui sont extrêmement différents, chimie, littérature, environnement, numérique, santé, géographie et autres. Donc 30 minutes pour transmettre, 3 minutes pour communiquer sur le travail, 3 minutes pour captiver, 3 minutes pour convaincre un jury, un public, 3 minutes extrêmement précieuses, 3 minutes de défi qu'ils se sont lancés parce que cet événement, oui, c'est une compétition finalement, puisqu'il y aura un lauréat, des lauréats, mais c'est surtout un exercice envers soi-même et au-delà de ça, pour chacun et chacun des candidats, c'est vraiment une performance qu'ils doivent réaliser. Donc ces 3 minutes sont le fruit d'un investissement, d'un travail de préparation. Tous les concurrents ont suivi 3 journées de formation qui leur ont permis de se renforcer, d'être plus à l'aise, qui leur a demandé de mettre leur savoir à portée de tout un chacun. Une expérience forte qu'ils ont vécue et pour en avoir eu les échos, ils l'ont vécu collectivement. Donc ça a aussi forgé un état d'esprit du doctorant. Donc par avance, mesdames et messieurs les doctorants, ils doivent se préparer. Je ne suis pas sûr qu'ils nous entendent, mais en tout cas, je voulais les remercier pour les prestations qu'ils vont nous livrer. Et je suis convaincu qu'ils vont mettre le jury et le public dans l'embarras lorsqu'il s'agira de faire le choix final. Merci également à ces jeunes gens de se faire les porte-paroles de la recherche de notre site et également de porter haut les couleurs de leur établissement et de leur région académique. Et je leur souhaite à toutes et à tous bonne chance. Je terminerai, pour ne pas être très long mon propos, en renouvelant mes remerciements à l'ensemble des partenaires de l'événement, la région Occitanie, les métropoles, Montpellier, Nîmes, la Casen Banque Populaire, la MGEN. Mes remerciements forts et notre gratitude aux membres du jury qui prennent de leur temps pour également les évaluer et au public. Guillaume nous expliquera comment le public nous allons pouvoir, mais surtout il va falloir voter surtout pour les candidats qui vous auront le plus marqué. Merci également au CNRS pour l'organisation en permanence en collaboration. Et mes derniers remerciements viendront aux 2 directeurs des 2 collèges doctoraux, Nicolas et Gilles, je ne les vois pas, en tout cas, ainsi que leur équipe, pour leur engagement dans cet événement depuis 9 saisons et leur investissement au service de l'ensemble de nos étudiants. Enfin, un immense merci aux membres du comité d'organisation pour la mise en œuvre de cette finale. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup et je rajoute un autre merci bien sûr pour votre accueil de la finale régionale Occitanie-Est dans ce super site, le site Vauban de l'Université de Nîmes. Je vais laisser la parole à Jérôme Vitre, délégué régional CNRS Occitanie-Est. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir d'être présent ce soir parmi vous et ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux dans cet amphithéâtre parce qu'on a connu des années un peu pénibles ces derniers temps pour ce type de manifestation. Alors comme ça a été dit, cette année on célèbre la 10e édition française de ce concours international et manifestation pour laquelle le CNRS accompagne depuis le départ aux côtés de France Université. Alors au cours de ces 10 années, les finales régionales, comme celle que nous allons vivre ce soir, se sont multipliées, montrant ainsi le dynamisme des territoires et la qualité des doctorants et doctorantes qui se présentent à ce concours. Et chacune de ces finales régionales rencontre un vif succès auprès du public. Alors ce concours, c'est l'occasion de mettre en lumière les formidables compétences de nos jeunes chercheurs, docteurs,
qui, de Nîmes à Perpignan, en passant par Montpellier, travaillent intensément dans nos laboratoires et sont un rouage essentiel à l'avancée des connaissances scientifiques. Je remercie également les collèges doctoraux de l'Occitanie-Est pour l'organisation de cette manifestation. Et je salue également l'accompagnement proposé aux doctorants et doctorantes pour la préparation de leurs prestations. En effet, présenter en termes profanes, en un temps limité, des sujets de recherche parfois ardus, en tout cas pointus, est un défi. Défi relevé par les jeunes chercheurs et chercheuses que nous allons découvrir ce soir. Ce concours, c'est également un fer de lance de la vulgarisation scientifique en France. Une démarche à destination du public importante pour le CNRS qui, en tant qu'organisme pluridisciplinaire de recherche, souhaite mettre les avancées de la science au service de la société. Le CNRS est fier d'être aux côtés des universités de l'Occitanie-Est pour promouvoir cet exercice de médiation. Et ces présentations, c'est également l'occasion de mettre en lumière la qualité de la recherche menée dans nos laboratoires. Par ailleurs, en ces temps de désinformation, voire de défiance face à la science, il est important de déployer la parole scientifique auprès du plus grand nombre et rendre compréhensible la démarche scientifique. Et c'est ce que fait, d'une très belle manière, le concours Ma thèse en 180 secondes. Alors, je terminerai par quelques remerciements, tout d'abord aux candidats et candidates de ce soir pour leur participation à cette nouvelle édition, mais aussi les coachs qui les ont accompagnés, ainsi que les membres du comité d'organisation et bien sûr, sans oublier le jury, qui va avoir la lourde tâche de sélectionner nos candidats. Un grand merci également aux collectivités territoriales pour leur soutien et aux partenaires de cette manifestation qui répondent présents depuis de nombreuses années. Je souhaite à nos gagnants de ce soir d'accéder aux finales nationales et internationales et que l'un d'eux remporte ces finales. Enfin, dernier mot, merci à Benoît de nous accueillir dans ce formidable amphithéâtre et dans ce lieu magnifique. Merci à tous et bon courage à nos candidats et candidates. Merci beaucoup. Et effectivement, le concours Ma thèse en 180 secondes fait partie des événements phares en France autour de la médiation scientifique, avec la fête de la science, la nuit européenne des chercheurs également. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on ne nous applique pas les 180 secondes. Enfin, les deux intervenants précédents ayant quelque peu dépassé, je vais faire pareil. Même si je vais aller plus vite en vous félicitant et en saluant donc l'ensemble des collègues qui sont présents, des représentants des administrations, des collectivités territoriales, des établissements d'enseignement supérieur, pour dire que, certes, ça fait plaisir d'être ici. Alors, quelqu'un a dit, ça vous fait chaud au cœur. Je dirais que chaud au cœur. Parce que chaud pour le reste, j'apprécie la façon dont Benoît Roy applique le plan de sobriété énergétique dans cet amphithéâtre. Cela dit, ça fait très plaisir d'être ici. Et je dis d'autant plus, Benoît, qu'il y a, c'était en 99, puis 2001-2002, j'avais le plaisir de faire des enseignements dans cet amphi. Cet amphi était un amphi de 500 places, toujours pareil, toujours aussi pentu, mais qui n'était pas aménagé comme cela. Et je vois avec le temps bien comment les infrastructures de l'université de Nîmes ont pu évoluer, s'embellir, se diversifier aussi. Et donc maintenant, Nîmes et l'université de Nîmes a pleinement ses lettres de noblesse. Et donc je le dis aussi vers les représentants des collectivités territoriales, quelle chance. Vous avez à Nîmes 2 universités pour le prix d'une. Donc n'hésitez pas à investir dans vos 2 établissements, M. Valade. Vous avez un retour sur investissement qui est garanti. Plus sérieusement quand même, cette manifestation, vous l'avez dit, 9e ou 10e édition, permet effectivement de mettre en valeur des travaux scientifiques, mais surtout de mettre en valeur la façon de les synthétiser, de présenter ces travaux et de valoriser donc le travail de thèse, le travail de doctorat. C'est vrai que nombre d'entre nous sont passés par une rédaction de thèse, un travail doctorat avec, je dirais, des cycles, des hauts et des bas. L'enthousiasme, donc au début, quand on trouve le sujet, qu'on fait les premières recherches, le doute à des moments où l'on compile les recherches, on doit commencer à travailler sur un plan, les échanges avec le directeur de thèse, l'angoisse, à un moment donné aussi, finira-t-on dans le temps avec notamment le contrat doctoral en 3 ans,
Après, il y a même l'irritation, parce qu'à la fin, il faut être clair aussi, parfois, M. Mollaret, bonjour, est un petit peu en retard ce soir. Donc, voilà. C'est vrai que les interventions protocolaires permettent comme ça aux derniers arrivants de rentrer discrètement. Donc, bonsoir Guillaume. Donc le doute, l'irritation à la fin du travail, parce que c'est vrai qu'on est tous passés par là aussi, quelques mois avant la fin de soutenance, on a des fois marre de ce sujet, et puis la délivrance qui ensuite est la soutenance, qui est un tremplin pour une carrière certes peut-être universitaire, également au sein des organismes, mais n'oublions pas aussi une carrière au sein de structures privées. Parce que c'est ça aussi, c'est faire connaître le doctorat à travers ces concours et faire connaître la diversité des débouchés professionnels qu'offre le doctorat. Et puis ce travail de vulgarisation, de permettre à faire comprendre à tout un chacun donc la diversité des travaux, de partir d'un sujet qui a priori est un sujet complexe pour pouvoir donc le décliner pour tout un chacun, y compris ceux bien sûr qui ne sont pas du domaine, mais même ceux qui n'interviennent pas dans la sphère scientifique, eh bien, puissent se l'appréhender, puissent le comprendre. Donc un grand bravo déjà à tous les participants. Une pensée aussi et remerciement à toutes celles et tous ceux qui, dans les structures de recherche, vous encadrent au quotidien, parce qu'on sait très bien que le travail de thèse, il y a un binôme entre l'encadrant, il y a aussi parfois l'équipe de recherche, mais l'encadrant et la thésarde ou le thésard. Et puis, pour conclure aussi, des remerciements très appuyés aux deux équipes des deux collèges doctoraux, puisqu'il y a une particularité, la politique de site dans l'Occitanie-Est se décline autour de deux entités, les deux directeurs de deux collèges doctoraux qui ont, au-delà des fonctions qu'ils exercent au niveau du collège doctoral, d'autres fonctions dans leur établissement. Je le dis parce que je connais plus Gilles Subra, mais Gilles Subra porte aussi le projet de l'Université européenne de l'Université de Montpellier, donc ça montre bien aussi l'implication qu'ont ces deux collègues dans leurs établissements. Voilà, félicitations, merci à vous toutes et à vous tous pour votre implication dans ce concours. Et alors en principe, on dit l'essentiel de participer. En principe, ça on le dit quand on ne gagne pas, mais qu'on ne fait que participer. Mais en fait, c'est sincère. L'essentiel est de participer, de faire connaître ces travaux, de montrer finalement ce que l'on peut faire et ce qui est fait de beau au niveau de la recherche publique dans notre pays. Bonne soirée. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Anne Fraisse, présidente de la coordination territoriale des établissements Occitanie-Est et présidente de l'université Paul Valéry de Montpellier. Bonjour. Alors, passer en quatrième dans ce type d'allocution, ça a un gros avantage, c'est que tout ce qui est officiel ayant déjà été dit, cela permet de dire un mot plus personnel, surtout quand on doit faire un discours en 5 minutes. Un discours en 5 minutes, ça me paraît effectivement à peu près aussi contradictoire qu'une thèse présentée en 180 secondes. Quand on voit cela, on se dit, ma thèse, oui, 180 minutes pour la présenter, est-ce que ce serait suffisant? J'ai passé 3 ans à la faire, je suis tout le temps dedans, je dois l'écrire, y penser, me renseigner sur mon sujet, chercher de la documentation, avancer dans la problématique que j'ai proposée. Et maintenant, je dois, en 180 secondes, arriver à faire passer cela, non pas à un public de spécialistes, mais à des gens qui n'ont aucune idée de ce travail que je fais et sans doute du sujet même que je vais présenter. C'est notre cas à nous, le public, et on va pourtant avoir effectivement à choisir au moins à remettre un des prix, à choisir quel est celui qui nous a le plus convaincus. Donc, c'est difficile pour ces candidats, mais c'est une belle fête auquel nous participons tous. Et puis, bien sûr, quand on a fait une thèse, on se pose tous un peu cette question. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait en 180 secondes si on m'avait demandé à 22 ans, 25 ans, un peu plus, de résumer mon travail de cette façon-là, en si peu de temps. Et personnellement, je ne vous dirai pas quel était mon sujet de thèse, mais comme je suis latiniste, c'est déjà un petit peu... Je me disais que déjà, l'énoncé du titre et son explication, j'aurais au moins mangé la moitié du temps. Donc, l'exercice est difficile, d'autant que j'ai bien vu quand même que dans la liste, il y en a qui ont des sujets qui tiennent en 4 lignes déjà. Donc, je pense que nous allons être extrêmement intéressés. Mais ce que ça nous aurait aussi empêché, vous savez, moi j'ai présenté aussi mon travail de thèse. Je suis arrivée à endormir mon public.
certains des éléments de mon public. Et je me disais que si j'avais eu à le faire en 180 secondes, peut-être que ça m'aurait été épargné. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Daniel Jean Valade, vice-président à l'enseignement supérieur de la métropole de Nîmes. C'est une surprise. Je ne savais pas que j'allais intervenir devant un aréopage aussi remarquable. Monsieur le Président, je ne vais pas reprendre le protocole. 180 secondes, il faut absolument faire au moins aussi bien que ceux qui vont venir ici à ce pupitre pour se faire juger. Donc je serai très bref. Mais je souhaite saluer Benoît Roy, président de l'Université de Nîmes, pour l'immense travail qu'il accomplit ici. Vous savez peut-être, vous tous qui êtes là, que cette maison était une maison centrale de détention, c'était une prison. Et grâce à Jean Bousquet, eh bien, et à ses successeurs, et notamment Jean-Paul Fournier, maire aujourd'hui, eh bien, ce lieu est devenu un lieu de culture, un lieu d'ouverture, d'humanisme. Je ne vous ferai pas l'injure de rappeler ce que Victor Hugo disait de la fermeture des prisons. Eh bien, je crois que nous sommes dans un lieu exceptionnel par l'enseignement qui y est donné, par l'esprit qui est celui-là. Les barreaux ont sauté, les murs sont découpés pour s'ouvrir sur le ciel du Sud. Et je pense que c'est là un exemple exceptionnel en matière universitaire, en matière de culture, en matière d'enseignement et en matière d'humanisme. Donc je nous regarde de saluer Monsieur le Président de l'Université de Montpellier, qui est très fréquemment nîmois et nous nous en réjouissons tous. Alors je ne vais pas vous refaire l'astuce de l'amphithéâtre universitaire qui est la moitié d'une arène, Monsieur le Président, je sais que vous y êtes sensible. Donc on est ici dans une arène, je préside souvent des corridas, j'ai emporté mes mouchoirs et lorsque on brandit un mouchoir blanc dans les arènes, cela veut dire que le triomphe a été dans la piste. Mais je ne doute pas que même si ici c'est une demi-arène, eh bien nous aurons des triomphes ce soir. Maintenant, nous laissons la place à Sylvie Robert, représentante de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation. Bonsoir. Bon, l'avantage de passer en dernier, c'est que finalement, on peut être bref, tout a déjà été dit. Je voulais surtout féliciter les doctorants qui ont été sélectionnés et puis les encourager dans cet exercice délicat à la fois de synthèse et de vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique, c'était quand même un aspect qui est particulièrement important. Et puis, ça me permet de signaler aussi la particularité de ma thèse en 180 secondes, une organisation en Occitanie-Est, puisque cette vulgarisation scientifique se fait ici non seulement au travers de la sensibilisation du grand public, mais aussi par l'intermédiaire du prix des lycéens. Ça permet de sensibiliser les jeunes dans les lycées et de former, de faciliter la venue de futurs chercheurs et doctorants. Merci pour l'organisation et puis bonne chance aux candidats. Merci pour ces quelques discours introductifs. Nous allons commencer donc le spectacle, mais avant tout, bien entendu, je vais vous parler un peu de comment nous allons évaluer les candidats de ce soir, choisir parmi ces 20 candidats donc 4 finalistes. Et pour ce faire, nous avons un jury effectivement hétérogène en termes de discipline et d'horizon professionnel. Je vais leur demander de venir, comme les candidats, sur la scène pour qu'on puisse effectivement les voir. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever, venir à côté de moi. Et on peut les applaudir, effectivement. Donc, nous allons avoir Jean-François Bloch. Voilà, alors c'est alsacien, et on m'a dit, il faut dire Bloch, président de la société Starting Bloch, représentant de Leader Gare. Nous avons également Ève Pical, qui est chargée de promotion à la direction de l'action culturelle de la ville de Nîmes. Nous avons Guillaume Mollaret, journaliste indépendant, président du Club de la Presse. Ah d'accord, d'accord, c'est tout récent, c'est un scoop.
Voilà, effectivement, c'est bien. Donc, ex-président du Club de la presse et de la communication du Gard. Patricia Cucci, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Nous avons également Laurence Remeau, inspectrice pédagogique régionale du rectorat donc, de l'Académie de Montpellier. Et également, nous avons ceux et celles qui étaient présentes donc l'année dernière à la finale régionale Occitanie-Est donc en 2022. Vous avez peut-être pu voir Marie Noguer, donc, qui était premier prix du jury, docteur maintenant de l'Institut Agro de Montpellier, tout fraîchement diplômée, et qui nous avait parlé de fermentation sombre. Donc on peut les applaudir encore, les membres du jury. Merci à eux. Je vous invite à vous rasseoir. Effectivement, au boulot maintenant. Tout à fait. Alors ils sont assez proches. Ça, c'est une finale où on se rapproche des candidats. Je vais vous expliquer un petit peu maintenant les critères. Comment on évalue effectivement les candidats, nos candidates. Alors bien entendu que un des critères principaux, c'est le temps. Ça s'appelle ma thèse en 180 secondes. Vous avez des 180 secondes partout autour de moi. Donc, bien entendu qu'il faut respecter ce temps-là. Ce n'est pas une seconde de plus. Également, le candidat ou la candidate doit faire preuve d'une bonne éloquence, d'un art oratoire, on va dire, développé, qu'il réussisse à vous transmettre sa passion, à faire comprendre son sujet. Il faut bien sûr qu'il ait également travaillé sa mise en scène, sa posture d'orateur. C'est un peu comme au théâtre. Et enfin, vous allez avoir une diapositive, comme ce qui a été indiqué auparavant. Et cette diapositive, elle doit être complémentaire par rapport à son propos, compréhensible par tous et par toutes. Alors par contre, je suis vraiment confus, mais j'ai oublié un membre du jury. C'est vous, cher public, puisque vous allez évaluer aussi, bien entendu, nos candidats. Il y aura le prix du public. Ça sera un vote. Il n'y aura pas de 49.3 ici. Donc ce sera un vote qui se déroulera très simplement grâce à vos téléphones, aux smartphones. Il sera affiché un QR code, il faudra le flasher et puis ensuite ça vous donnera donc la liste des candidats, il faudra choisir et puis bien sûr bien valider votre choix. Je m'adresse aussi aux personnes qui sont à distance puisque nous sommes sur Twitch. Alors ça fait un peu bizarre de pointer comme ça la caméra, mais effectivement nous sommes sur Twitch. Donc je dis bien sûr un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur Twitch et tout le monde bien sûr va pouvoir voter donc pour élire notre candidat. Comme dans tout concours, il y a des prix qui seront remis donc par nos partenaires et par les organisateurs. Et donc nous les découvrirons à la fin du passage de tous les candidats, de l'ensemble des candidats. Alors là, j'entends, à gauche, à droite, j'entends qu'ils veulent venir sur scène. Ils veulent venir ici sur la scène de ma thèse en 180 secondes. Ce que l'on va faire pour qu'ils viennent, c'est qu'on va les applaudir, mais hyper fort. On applaudit les candidats de ma thèse en 180 secondes. Et on les applaudit plus fort, plus fort. Merci beaucoup à eux pour leur présence. On va leur demander donc de s'asseoir, ils ont leur petite place attitrée, et on va faire quelque chose de totalement discret, c'est enlever le pupitre. Voilà, donc vous allez voir les coulisses, voilà, ça se fait très bien. Très très bien, je vais récupérer peut-être mon texte quand même. Merci Alexis. Parce que là, il est en train de partir. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? C'est un petit ouais, ça. On va augmenter le volume un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est un public de ma thèse en 180 secondes. Donc, nous allons commencer par la première candidate. C'est une grande fan de culture espagnole. Elle m'a dit adorer la langue, mais ce qu'elle préfère, c'est la cuisine. Tortilla, patatas bravas, jambon ibérico n'ont aucun secret pour elle. Et elle a de la chance, car elle fait sa thèse en co-tutelle entre Montpellier et l'Espagne. Ce n'est jamais simple de débuter un concours. Alors, vu que vous vous êtes échauffé les mains, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Pauline Bron.
Connaissez-vous mon ami Patrick le polyuréthane, alias Patrick le plastique? Utilisés de façon systématique, les plastiques polyuréthanes, comme Patrick, nous entourent pour des raisons pratiques et économiques. Savez-vous que nous les côtoyons tous les jours? Vous les retrouvez notamment dans l'isolation de votre maison, dans le tableau de bord de votre voiture, dans vos vêtements et chaussures. Mais ces plastiques ne sont pas sympathiques, puisqu'ils sont fabriqués à partir de molécules toxiques et la plupart ne se recyclent pas et sont enfouis sous terre. Suite à une prise de conscience écologique, Patrick m'a donc proposé une mission, celle de créer une nouvelle génération de Patrick le plastique pour qu'elle soit fantastique, sans molécules toxiques et qui se recycle. Mission acceptée. À bord de mon laboratoire, toute mon attention se porte sur les polyhydroxyuréthanes, qui sont comme les polyuréthanes, mais qui ont l'avantage d'être fabriqués sans molécules toxiques, avec la particularité de posséder des groupements alcool dans leur composition. Cette nouvelle présence n'est pas sans conséquence, puisque cela leur confère des propriétés de vie primaire, c'est-à-dire que ces plastiques peuvent être recyclés en étant chauffés sans que leurs propriétés initiales ne soient altérées. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Immergeons-nous dans le plastique. Imaginons que les groupements alcool sont symbolisés par un verre de vin que les groupements chimiques tiennent à la main. La température, quant à elle, est représentée par de la musique. Lorsque la musique résonne et que le verre de vin fonctionne, les groupements chimiques dansent et se déplacent pour suivre la cadence. Et oui, c'est comme nous finalement. Un verre de vin et une bonne musique favorisent la danse. Mais attention, il est important que tous les groupements danseurs valsent à l'unisson pour que le plastique ne perde pas ses propriétés au fur et à mesure qu'il soit recyclé. C'est pourquoi ma mission est d'organiser la meilleure soirée avec la bonne ambiance pour que les groupements chimiques deviennent tous dynamiques. D'autant plus que j'introduis des catalyseurs pour motiver les groupements danseurs. Vous voyez donc que chaque détail a son importance pour favoriser la danse. Quel vin, quelle musique, quel catalyseur choisir? Tant de possibilités que j'ai testées chaque journée. Aujourd'hui, ma mission avance pour favoriser la danse au sein du plastique et pour permettre à tous les futurs Patrick d'être fantastiques, sans molécules toxiques et qui se recyclent. L'alcool, c'est 3 millions de morts par an dans le monde. Chez les hommes de 15 à 29 ans, c'est 1 décès sur 4, principalement par accident de la route. Vous inquiétez pas, la suite est plus optimiste. Presque un jeune adulte sur 2 consommant de l'alcool rapporte des habitudes de binge drinking, qui consiste à boire 5 verres d'alcool ou plus pour une fille, 6 ou plus pour un homme en moins de 2 heures. Je parle d'alcool, donc de craving, le terme anglais pour l'envie irrésistible de consommer. Ce craving a des facteurs de risque, c'est-à-dire des éléments qui augmentent la probabilité de le déclencher. Ici, je m'intéresse aux pensées négatives, comme l'inquiétude centrée sur le futur et la rumination sur le passé. Ces deux-là sont les pensées répétitives négatives. Ces éléments constituent les fondements de ma thèse, car je m'intéresse à la manière dont les personnes vont les gérer. Et il existe 2 modes de gestion de ces pensées. Le mode dysfonctionnel, centré sur le futur ou le passé, et le mode adapté, centré sur le présent. Pour illustrer ça, prenons les joueurs de foot de l'équipe de France, finale de la Coupe du Monde, au tir au but. En mode dysfonctionnel, le joueur va se concentrer sur le futur, sur les conséquences de son tir. Il loupe. Alors qu'en mode adapté, le joueur se concentre sur comment tirer, sur le présent. Il marque, on est à nouveau champion du monde. Génial. Mais ce mode de gestion adapté fonctionne seulement si les ressources cognitives nécessaires sont mobilisées. Celle à laquelle je m'intéresse, c'est la capacité d'inhibition.
Votre cerveau, face à plusieurs stimulations, fait le tri et traite de manière différente chaque information en fonction de son importance. Mes outils s'appuient sur la psychologie expérimentale. Je reproduis en laboratoire la réalité comme déclencher un craving. J'ai donc ouvert un bar au sein de mon laboratoire de recherche où j'accueille les étudiants. Je vous rassure, je ne les fais pas boire, je leur fais sentir leur alcool préféré afin de déclencher une éventuelle envie de consommer. J'utilise aussi des questionnaires qui évaluent leur envie de consommer et les croyances associées. Finalement, mes résultats dévoileraient un certain profil à risque de binge drinking. Être une femme avec des capacités d'inhibition faibles et ayant une manière dysfonctionnelle de gérer les pensées répétitives négatives. À partir de ces données, je pourrais mettre en place des stratégies de prévention adaptées. L'alcool, c'est la drogue sociale par excellence qui accompagne tous les moments, détente, festifs. À nous de le remplacer par autre chose. Mais en attendant, rendez-vous au bar après la cérémonie pour la 3e mi-temps. Boum, boum. Entendez-vous le bruit de ce cœur abîmé? Ne serait-il pas génial de pouvoir le réparer? Et ce, à partir d'une simple prise de sang? Vous allez me dire que c'est impossible, que cela ressemble à un film de science-fiction. Et pourtant, il y a quelques années, des chercheurs se sont lancés le défi, assez fou, de changer le destin des cellules, des travaux pour lesquels le cœur a été mis à l'ouvrage. Transformer des cellules sanguines ou de peau en cellules souches, c'est-à-dire en cellules présentes lors de la phase embryonnaire, pouvant devenir n'importe quel type de cellule, du foie, du cœur, du poumon, tout est possible tant qu'on s'y donne à cœur joie. Ces travaux ont permis à ces chercheurs d'obtenir le prix Nobel de médecine en 2012, rien que ça, mais surtout de travailler directement sur le patient, du lit au laboratoire, afin de faire de la médecine personnalisée, de la pharmacologie ou encore de la recherche fonctionnelle. Et c'est le cœur de mes recherches. En effet, j'étudie une toxine marine appelée ciguatoxine, qui va induire le syndrome de la ciguatera. Oui, comme beaucoup de maladies ne sont pas allées chercher le nom bien loin. Ce syndrome va s'attraper via la consommation de poissons qui aura ingéré la toxine naturellement fabriquée au cœur même d'une algue appelée Gambiardiscus. Depuis quelques années, cette algue, en provenance des îles tropicales, apparaît dans des zones à l'origine moins tempérées, comme ici, chez nous, en mer Méditerranée, ou certaines îles de l'océan Atlantique, conséquence du réchauffement climatique et de l'augmentation du trafic maritime provoquant une forte hausse du nombre de cas de ciguatera. Malheureusement, symptômes ne riment pas pour rien avec syndrome. Ces derniers vont aller de simples hauts le cœur à des troubles neurologiques et cardiaques pouvant être mortels. Alors, comment comprendre les effets de cette toxine sur un cœur humain? Laissez-moi vous expliquer si le cœur vous en dit. Tout simplement en utilisant les cellules souches. J'utilise ces cellules et je les transforme en cellules cardiaques qui, en se liant entre elles, vont former un tissu. Ce tissu va être capable de se contracter et de mimer un cœur humain adulte. Boum, boum. Et ce, dans une simple boîte de pétri. Il me suffit alors d'injecter la toxine dans une boîte contenant les cellules et d'observer les effets de cette dernière sur les contractions cardiaques, mais également sur les fibres qui permettent de se contracter. Vous l'aurez compris, à partir d'une simple prise de sang, nous pouvons transformer des cellules sanguines en cellules souches, puis en cellules cardiaques, afin d'observer les effets de n'importe quelle molécule sur le cœur. Nous ne sommes plus dans la fiction, mais bel et bien dans la médecine d'aujourd'hui et de demain. Et ça, vous pouvez en avoir le cœur net. Vous êtes condamné à mort. Face à vous, 2 portes. Derrière l'une d'entre elles se cache un tigre affamé et une mort certaine. Derrière l'autre, la liberté et peut-être le droit à une retraite bien méritée. Afin de vous aider, des inscriptions sont gravées sur chaque porte. Sur la première, on peut lire « Il y a un tigre derrière une porte ». Sur la seconde, « Il y a un tigre derrière l'autre porte ».
Dernière indication, l'une de ces inscriptions est fausse. Bonne chance! Actuellement, ce que vous faites, si vous cherchez à vous échapper et que vous ne misez pas tout sur la chance, ça s'appelle un raisonnement logique. On s'en sert inconsciemment tous les jours quand on argumente ou qu'on déduit des choses. La logique, c'est fantastique. Ça peut vous aider à choisir la bonne porte et au quotidien, ça nous aide à éviter les bugs. Vous savez, les bugs, ces moments un peu gênants quand TikTok se ferme sans prévenir ou que les moteurs de votre avion redémarrent en plein vol. Moi, ça m'embête, alors j'ai décidé d'utiliser le raisonnement logique pour détecter les bugs avant qu'ils ne se produisent. Reprenons votre avion. À sa conception, les ingénieurs font des plans super détaillés. Ils assemblent les pièces, un peu de peinture, votre avion est prêt. Avant, vous laissez monter dedans, on le fait voler un peu, on regarde si tout se passe bien, sans passager, juste pour voir si tout fonctionne. Ensuite, vous montez à bord. Sauf que pas de chance. Sur votre avion, dès que quelqu'un tire la chasse, les moteurs s'éteignent. Super, on a trouvé un bug, mais c'est un peu tard. Pourtant, on aurait pu l'éviter. Le bug était dans les plans depuis le départ. Mais personne ne l'a vu, et personne n'a pensé à vérifier ce cas lors des essais. On ne peut pas penser à tout. Goéland, il peut. Goéland, c'est un logiciel auquel on fournit les plans de l'avion et qui va faire un raisonnement logique dessus pour simuler toutes les situations possibles et imaginables. Il n'en rate pas une. Et pour chacune de ces situations, il va regarder comment réagit l'avion. Et si après avoir tout essayé, il ne détecte aucun problème, vous pouvez embarquer sereinement. Il n'y a aucun bug. J'ai créé Goéland. Et mon objectif, c'est qu'il soit capable de vérifier les plans de votre avion, TikTok, mais aussi tous les logiciels et applications que vous utilisez au quotidien. Et qu'à force de raisonnement logique, on parvienne à un monde sans bug, et donc à un monde plus sûr. Et pour l'instant, je suis super fière de lui, parce qu'il a tout de suite trouvé que le tigre, il était derrière la deuxième porte. Je suis psychologue social. Je passe mon temps à observer, décrypter et transmettre diverses situations, un peu comme un narrateur. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter, celle sur laquelle je travaille en ce moment. Il était une fois le Mont d'Or, une montagne abritant de grandes forêts remplies d'animaux et où de nombreux villageois vivaient paisiblement de l'élevage, du bûcheronnage et des sports d'hiver. Quand soudain, les experts climato, hydro, machin-log arrivèrent sur leurs grands chevaux. « Oyez, oyez, au nom du grand GIEC, nous vous avertissons. Quand sonnera l'heure du constat, sur le massif, il n'y aura plus de neige, plus de froid, plus de ski, c'est l'effroi. » « Plus de neige, pas de problème, répondirent les skieurs. À la place du ski, on n'aura qu'à dévaler la montagne en VTT, à fond les ballons. Chouette. Un problème, une solution. Mais est-ce que cette solution fait l'unanimité? Eh bien non. Éleveurs, forestiers, mais aussi cerfs et sapins se rassemblèrent et brandirent leurs pancartes. Pas content, pas content. Pourquoi? Parce que, armés de moteurs électriques, les VTTistes troubleraient l'ordre public, sans se soucier sur leur passage de piétiner les fleurs et d'effrayer les vaches. Cette histoire illustre bien une chose. L'adaptation à un changement entraîne d'autres changements qui à leur tour entraîneront d'autres adaptations et d'autres changements. Pourquoi? Parce qu'on est tous interdépendants. Éleveurs, bûcherons, skieurs, chasseurs, hommes, femmes, cerfs, fourmis, sapins, tous interdépendants. Mais alors, comment former une équipe soudée face aux nombreux changements qui arrivent? Tout d'abord, j'invite tout le monde à participer à un jeu de société. Au centre de la table, le Mont d'Or. Le but de chaque joueur est simple. Préserver le massif et sa biodiversité tout en préservant leur propre activité. Mais attention, ils devront faire face à différentes épreuves. Sécheresse, incendie, tempête. Pendant qu'ils jouent, moi, je note tout ce qui pourrait m'aider à comprendre les dysfonctionnements et les points forts de leur micro-société. Quelles cartes chacun des joueurs décide de jouer? Quelles sont les alliances, les oppositions? À partir des données récoltées, je modélise un schéma d'organisation actuelle de leur société.
Quelques semaines plus tard, je les invite pour une deuxième manche. Mais cette fois-ci, c'est différent. À partir du schéma modélisé, j'insère de nouvelles cartes à jouer, conçues pour les aider à négocier, se partager les tâches et faire face aux épreuves en communauté. En réorganisant ainsi le jeu, je leur fais vivre le temps d'une partie une expérience de coopération réussie. Enfin, j'évalue l'impact de ce moment vécu sur leur capacité et leur motivation à agir collectivement face aux futurs changements. Plus qu'un narrateur, je suis psychologue social. Je les accompagne à s'approprier leur destin pour qu'ils puissent devenir auteurs des histoires qu'on se racontera sur le Mont d'Or demain. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Plutôt intuitif de se dire que le renard sent le fromage, n'est-ce pas? Mais le corbeau, un oiseau, est-ce qu'il le sent si c'est un master qui fouette ou un comté fruité, son fromage? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, les oiseaux sont bien capables de sentir. C'est principalement chez les charognards, humant le doux parfum des animaux morts, que l'odorat est le plus développé. Quant à la mésange bleue, qui est au cœur de ma thèse, les scientifiques ont découvert qu'elle ne rentrait pas dans son nichoir si elle y flairait l'odeur d'un de ses prédateurs. Dans ce nichoir, justement, la femelle peut pondre une dizaine d'œufs au printemps. Alors bon, c'est bien beau de pondre autant, mais après, il faut nourrir tout ce petit monde. Et pour cela, il faut du flair, car les chenilles, essentielles à la survie des poussins, ne sont présentes qu'à un moment spécifique au printemps. Il y a un seul pic. Et si les mésanges le loupent, les poussins seront tous cuits. Et c'est là que la mésange doit avoir du nez, enfin du bec, pour anticiper. Et oui, lorsque les minuscules chenilles éclosent au début du printemps, elles s'infiltrent à l'intérieur des bourgeons des arbres dont elles se nourrissent. Les bourgeons, étant attaqués de la sorte, émettent un cri d'alerte pour se défendre et attirer les prédateurs des chenilles. Mais n'étant pas dotés de la parole, ils émettent des odeurs, qu'on appelle des composés organiques volatiles, les COV. Et figurez-vous que les oiseaux sont capables d'utiliser ces COV pour trouver de la nourriture. Par contre, ce que l'on sait moins, et c'est ce que je cherche pendant ma thèse, c'est si les oiseaux sont aussi capables d'utiliser ces COV pour adapter leur reproduction à la production de chenilles. J'ai donc ajouté des COV autour des nichoirs des mésanges, un peu plus tôt dans la saison, et en plus grande quantité que ce qu'elles trouvent naturellement. Bon, suite à cela, les mésanges n'ont pas pondu plus tôt, comme je m'y attendais, mais elles ont pondu plus d'œufs, ce qui montre que les mésanges pourraient adapter leur nombre de pondus à la quantité de chenilles qu'elles prédisent grâce au COV. On pourrait donc se servir des incroyables capacités olfactives des oiseaux dans la lutte biologique. Les agriculteurs pourraient attirer plus d'oiseaux dans leur culture infestée de chenilles, et les oiseaux s'occuperaient du problème. Les composés organiques représenteraient alors un moyen écologique et économique pour préserver les cultures. Mais alors finalement, quelle est la morale de cette thèse? Eh bien, pour les oiseaux, rien ne sert de courir, il faut sentir à point. Moi, j'adore les fleurs. Mes fleurs préférées sont les tournesols, elles qui sont toujours tournées vers le soleil. Quelle jolie spécificité! Et les roses, symboles de l'amour, sont pourtant si piquantes. J'aimerais pouvoir choisir mes fleurs et leurs caractéristiques, selon mes envies et humeurs. Vous aussi, vous aimeriez? Imaginez-vous dans un champ de fleurs de toutes les couleurs. Toutes vos fleurs favorites sont là, avec toutes vos senteurs préférées. Il y a nos roses, de la lavande et bien d'autres encore. Avec toutes les possibilités offertes par leurs caractéristiques, quelles fleurs pourrions-nous créer? Certains choisiraient l'odeur de la lavande, avec la couleur d'un bleuet. Mais vous, quelle serait votre fleur?
Et puis, après avoir personnalisé nos fleurs, que pouvons-nous personnaliser d'autre? Quelque chose que nous aurions dans notre poche, quelque chose que nous utilisons tous les jours, comme nos applications ou nos logiciels. Aujourd'hui, tout le monde en a, sur son ordinateur ou son téléphone. Pourtant, est-ce que vous en utilisez toutes leurs fonctionnalités? Je ne pense pas. Prenons le logiciel Microsoft Word. Vous avez pléthore de fonctionnalités diverses et variées. Mais lorsque vous voulez prendre des notes, c'est un peu trop. Vous n'avez pas besoin de tant de possibilités pour une tâche aussi simple. Mais lorsque vous voulez prendre des notes, lorsque vous voulez rédiger de plus longs documents, plus de fonctionnalités seront utilisées. Tout comme nous avons personnalisé nos fleurs selon des envies, personnalisons nos logiciels selon nos besoins. Une version dédiée à faire notre CV, une version dédiée à la rédaction de longs documents. Cela nous ferait gagner du temps et de l'énergie. Et c'est ça qui m'intéresse, plus que personnaliser les fleurs elles-mêmes. J'étudie comment personnaliser des logiciels qui aident à s'occuper des plantes. Chaque logiciel propose des conseils qui permettent d'obtenir les meilleures plantes possibles. J'identifie les caractéristiques de ces logiciels pour personnaliser de nouveaux logiciels pour de nouvelles plantes. Je regarde l'architecture du logiciel et je la décompose en briques plus petites. C'est un avantage industriel majeur que de réaliser un logiciel sur mesure. Si un client veut un nouveau logiciel pour la pêche, rien de plus simple. Nous prenons quelques briques de la pomme, quelques briques de la fraise et construisons un nouveau logiciel en un temps record. Les logiciels ainsi construits sont de meilleure qualité et nos plantes ne se sont jamais aussi bien portées. Et si je vous disais que votre corps fonctionne parfois comme la SNCF? Pareil à une rénovation régulière du réseau ferroviaire, nombreuses sont vos cellules qui se divisent pour en créer de nouvelles et vous maintenir jeune. Pour ce faire, votre ADN, les rails de votre réseau, doit être dupliqué avant chaque division. Un complexe de molécules appelé machinerie de réplication se déplace alors sur votre ADN pour le copier, un peu comme un train passerait sur un rail. Vous avez l'image. Cependant, pour rénover le réseau, ce train se voit obligé de momentanément démonter les rails, ce qui les rend très fragiles. C'est là que des mutations, des cassures peuvent survenir. Ces mutations ne sont pas forcément délétères, mais si elles ne sont pas réparées, ça dérègle tout le réseau et ça peut causer des cancers. Aussi, en plus de votre train de réplication, il existe un train de réparation. Ce train-là reste généralement à quai, sauf lorsque des dommages sont détectés. Quand il démarre, pour éviter qu'il ne rentre dans l'autre train, on a alors besoin d'un aiguilleur qui s'appelle le checkpoint. C'est lui qui va détecter les dommages sur l'ADN, puis dire au train réplication de s'arrêter pour permettre au train réparation d'intervenir. Un joli ensemble bien huilé qui fonctionne aussi bien que la SNCF. Tan, tan, tan. Et oui, comme pour la SNCF, ce n'est en fait pas infaillible, d'où les cancers. Des chercheurs se sont récemment rendus compte qu'une partie des molécules de réparation bloque la mise en place du checkpoint. Un peu comme si les agents d'un train refusaient d'écouter leur aiguilleur parce que c'est jour de grève. Mon travail consiste à comprendre pourquoi ce train réparation fait grève et ce que ça implique. Comme je ne peux malheureusement pas juste demander à mes cheminots molécules leurs revendications, je ruse. Je retire tour à tour le conducteur, la technicienne, le contrôleur. Je modifie leurs horaires ou augmente leur salaire pour essayer de déterminer ce qui les incite à faire grève. Mon hypothèse actuelle est qu'en détectant des dommages sur l'ADN, l'aiguilleur s'emballe. Le train de réparation est alors obligé de baisser le son de la radio pour comprendre ce que veut lui dire l'aiguilleur et ne pas rester bloqué. Et c'est là que comprendre exactement comment il baisse le son devient intéressant. Parce que si on arrivait à bloquer ce mécanisme chez les cellules cancéreuses, cela empêcherait le train de réparation de ces cellules de fonctionner. Les cellules cancéreuses n'auraient alors plus de moyens de réparer leurs cassures
qui s'accumuleraient jusqu'à leur être létales. Finalement, mieux vaut peut-être parfois un train bloqué qu'un train mal aiguillé. Soyons honnêtes, on a tous un collègue un peu singulier au travail. Ma collègue à moi, c'est pas Karine de la Compta ou Jean-Michel l'informaticien. Non, c'est une bactérie qui s'appelle Xenorabius. Déjà, avec son nom, tu prends peur. Et en plus, sa passion, c'est de tuer des chenilles. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est cruel, elles ont fait quoi ces pauvres chenilles pour qu'elles les tuent? Eh bien, essayons de la comprendre. Les chenilles ravageuses mangent les feuilles de nombreuses plantes et détruisent des hectares entiers de cultures. Et donc, comment nourrir l'humanité entière si tout notre riz et notre maïs se fait manger par des grosses chenilles? Donc oui, c'est cruel, mais elles avaient qu'à moins manger à la cantine aussi. Et puis, elle est gentille finalement, Xenorabius. Elle essaye de leur éviter de se prendre des pesticides chimiques dans la tête. Pas si terrible ma collecte qu'on fait. Mais bon, j'ai beau faire des efforts, il reste encore des choses que je n'arrive pas à comprendre chez elle. Imaginons que vous ayez, vous aussi, ce collègue, un peu bizarre, qui porte tous les jours un manteau à l'intérieur. Ça vous paraît curieux, vous vous demandez, mais à quoi peut bien lui servir ce manteau? Est-ce qu'il lui sert à se réchauffer, à se cacher? Ou bien est-ce qu'il trouve ce manteau très joli? La question vous taraude tous les jours. Mais il vous est malheureusement impossible de communiquer. Eh bien, c'est la situation dans laquelle je me retrouve pendant ma thèse. Ma collègue, un peu bizarre, c'est Xenorabius. Elle porte un gros manteau de molécules appelé Pax, et je n'ai aucune idée d'à quoi il peut bien lui servir. Mais ma collègue parle bactéries, et moi je ne parle pas le bactérie. Donc je pars tous les jours au travail en me demandant à quoi peut bien servir ce fameux manteau. Chez nous, les microbiologistes, quand on ne comprend pas à quoi sert quelque chose, on crée des mutants. J'ai donc créé un mutant de Xenorabius qui ne peut plus produire son manteau. Et grâce à ce mutant, je vais pouvoir observer ma bactérie au cours de son cycle de vie afin de comprendre qu'est-ce qui a changé. Comme je suis toute nouvelle au labo, je fais un tas d'hypothèses sur le rôle de ce manteau. Protéger la bactérie contre le système immunitaire des chenilles? Ouais. Se débarrasser des bactéries ennemies qui auraient le toupet de vouloir piquer dans son assiette? Chenille dans une main, seringue de bactéries dans l'autre, je teste ces hypothèses avec l'espoir d'un jour pouvoir protéger nos cultures contre ces chenilles goulues. Et peut-être qu'un soir, je rentrerai du travail, le cœur léger, parce que j'aurai enfin réussi à communiquer avec ma collègue. Ce n'est pas Versailles ici. On a tous déjà entendu cette phrase de nos parents. À se demander, selon vous, pourquoi l'électricité coûte si cher? Est-ce à cause de la guerre en Ukraine? Parce que nous en consommons beaucoup? Ou alors parce qu'il y a des brasseurs qui sont sous pression? Ou des boulangers qui ont des problèmes croissants? Vous êtes d'accord avec moi? Actuellement, une grande partie des énergies produites proviennent du charbon, du gaz et du pétrole. Ce qui a pour impact non seulement un coût élevé, mais aussi un impact sur l'environnement. Aïe! On arrive. Le problème du réchauffement climatique. Il faut que ça cesse, que nous cessions de nous inquiéter. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? On peut peut-être regarder du côté des énergies renouvelables, particulièrement sur les énergies solaires photovoltaïques, qui permettent la conversion de la lumière en électricité. Waouh! Convertir la lumière en électricité, c'est magnifique! Elle est gratuite en plus.
Oh! Elle permet d'avoir de l'électricité pas chère. Waouh, quelle affaire! Cela dit, pour faire marcher cette technologie, il est nécessaire de pouvoir faire travailler avec des matériaux clés, faciles à fabriquer, pas chers et respectueux de l'environnement. Voilà. C'est sur ces sujets que je travaille dans le cadre de ma thèse. Mes recherches au laboratoire Promesse portent sur un matériau particulièrement, l'oxyde de zinc. C'est un matériau, en couche mince, il est transparent. Lorsqu'on lui rajoute un tout petit peu d'aluminium, il devient conducteur électrique. Dans la cellule solaire, il laisse passer la lumière et récupère le courant électrique produit par celle-ci. Malheureusement, il a longtemps été fabriqué par des techniques onéreuses, polluantes. Quel dommage, fabriquer un tel matériau comme ça. Alors, moi, je ne m'avoue jamais vaincu. Donc, j'ai réussi à mettre au point une nouvelle technique de fabrication d'oxyde de zinc dopé avec de l'aluminium, avec une technique super simple, non pollueuse. Ah, vous attendez le secret. Le secret, c'est travailler à pression atmosphérique et utiliser de l'eau comme solvant. Voilà, c'est comme ça que je synthétise mon matériau optimal pour pouvoir l'intégrer dans la cellule solaire. Finalement, ça pourrait être Versailles ici. « 20 septembre 1981. Cuba. Le soir, aux urgences, 2 jumelles se sont présentées. La première était terriblement mal en point. Les médecins découvrent alors un tableau horrible. Du liquide s'accumule dans ses poumons. Elle fait une hémorragie généralisée. Au petit matin, le diagnostic tombe. Elle est infectée par le virus de la dengue. La dengue, une maladie qui va autant être asymptomatique dans certains cas que provoquer des hémorragies et la mort dans d'autres. Surtout, une maladie qui cause la mort de 20 000 personnes par an et hélas, qui ne possède aucun traitement. Figurez-vous que l'autre jumelle avait eu la dengue quelques mois auparavant avec des symptômes relativement légers, presque imperceptibles. C'est fou, non? Il est courant pour une maladie virale de faire des symptômes très différents selon les individus. Mais comment des jumelles, 2 individus génétiquement identiques, pouvaient réagir de manière diamétralement opposée à la même maladie? La seule variable, c'est le virus. Elles ont en fait été infectées par 2 virus un peu différents. Cette énigme est à l'origine de ma thèse. Mon job, c'est de récupérer des virus chez des personnes infectées. Ensuite, je vais au laboratoire. J'enfile ma combinaison, mes gants, mon masque, mes bottes, la Dexter des virus. Je rentre dans ma bulle de confinement spéciale pathogène et je les observe, les analyse et les compare. Je veux comprendre pourquoi certains sont beaucoup plus nuisibles que d'autres afin de savoir sur quoi agir pour un traitement. Est-ce que certains sont plus résistants au système immunitaire? Est-ce que d'autres entrent mieux dans nos cellules? Mais surtout, est-ce que l'un d'entre eux aurait de meilleures capacités pour atteindre le cerveau? Car oui, le virus de la dengue peut atteindre le cerveau et y faire beaucoup de dégâts. Et ça peut être embêtant, on peut en avoir besoin. Maintenant, vous vous êtes peut-être demandé comment ont-elles attrapé la dengue? Le virus est transmis par le moustique tigre. Bon, entre nous, si vous avez pris un apéro dehors cet été, vous le savez sûrement déjà, mais avec le réchauffement climatique, le moustique tigre est à nos portes. Aujourd'hui, la France et même l'Europe en général sont à risque. Et l'année dernière, on a eu presque une 50aine de cas en Occitanie. Ma thèse va donc être utile à toi, qui, comme moi, attire tous les moustiques sur elle et fait le bonheur de ses amis pour ça. Au cas où tu attrapes la dengue un jour, grâce aux pistes que j'aurai développées, tu pourras avoir un traitement pour que ça passe tout seul, comme la 2e jumelle. Et ça, ce serait vraiment dingue, n'est-ce pas? Oh Théma, trop stylé le jogos.
fait l'ado de 15 ans s'extasiant devant un jogging. Mais je vais vous dire, des fois, j'aimerais bien qu'on retrouve ce sentiment et qu'on s'extasie comme ça devant la biodiversité. Oui, la biodiversité aussi, c'est trop stylé. Faisons ensemble une analogie. Imaginez que les mammifères sont comme des pantalons. On a différentes espèces. Le jogging, le pantalon de ski, le jean. Et parmi ces espèces, on a différentes populations. Jean taille haute, taille basse, pas de def. De la même manière que les tendances en termes de pantalons évoluent dans le temps, les populations évoluent dans le temps. Et moi, c'est exactement ce qui m'intéresse dans ma thèse. Je veux décrire l'évolution temporelle d'un grand nombre de populations, de mammifères, mais aussi d'oiseaux ou de poissons. Je suis un peu la Coco Chanel de l'écologie, si vous voulez. Pour décrire cette évolution, il me faut un historique, des données d'observation. Je veux savoir quelles populations étaient présentes, où, quand et en quelle quantité. L'équivalent de l'historique qui nous dirait quel type de jean était porté où, quand et sur combien de fessiers. Ces informations, elles sont partagées par de nombreux scientifiques et téléchargeables sur Internet. J'ai ainsi l'historique pour de nombreux types de pantalons, mais aussi de chemises ou de chaussures, c'est-à-dire mammifères, mais aussi oiseaux ou poissons. Ensuite, pour analyser et compiler rapidement cette masse de données, j'utilise un logiciel qui me permet de retracer l'évolution des tendances grâce à différentes équations. La méthode classique consiste à tracer une ligne droite autour de l'évolution de la quantité moyenne. Par exemple, les pantalons de ski, classiques ou fuseaux, de même que pour les populations d'ours blancs, c'est plutôt en déclin. On en a de moins en moins. Or, l'étude des tendances est encore plus complexe que ça. Prenez le jean taille basse. Dans les années 2000, on en mettait beaucoup. Puis dans les années 2010, plus trop. Et aujourd'hui, on en remet de plus en plus. Heureusement, pour certaines populations protégées, c'est pareil. Il y en avait beaucoup, puis moins, puis ça remonte. Avec les équations classiques type ligne droite, on dirait que rien n'a changé. Moi, en appliquant les équations adaptées, je repère les étapes temporelles principales. Et j'espère pouvoir mettre en lien ces étapes avec l'impact de nos sociétés et du réchauffement climatique. Ça va permettre d'enrichir la compréhension des variations de la biodiversité et de repérer de nouveaux signaux d'alerte. Alors vous allez me dire, certains avaient prévu le retour du jean taille basse. Mais avec le réchauffement climatique, le fin mot de l'histoire, c'est quand même qu'on va tous finir sans chemise et sans pantalon. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour l'inauguration de notre musée national des inondations. Je suis Théo Jezierski, le directeur de ce musée. Vous êtes bien installés ? Commençons. Les inondations sont des phénomènes naturels qui provoquent de nombreux morts et blessés. En octobre 2018, nous recensons 14 morts et 75 blessés. Un bilan plutôt lourd. Ah oui, ça suffit les morts des inondations. On en a marre d'avoir des nouveaux tous les ans. On en a marre. Ah oui, c'est la voix des morts. Ils sont là pour témoigner des inondations des différentes époques. Vous les retrouverez sur le toit de notre musée. Reprenons. Suite à ce bilan terrible, notre équipe de recherche a développé une application pour apprendre aux gens, pour nous apprendre les comportements à réaliser en cas d'inondation. Et je vous vois déjà venir. Oui, mais moi j'habite en appartement, ça ne me servira pas. Les inondations surviennent n'importe où. Que vous soyez chez vous, en vacances, sur la route, au travail. Que feriez-vous si jamais ça arrive ? C'est bien beau ton histoire d'application, mais est-ce que les gens vont la télécharger ? Ça m'aurait bien servi, moi. C'est justement mon travail. J'essaye d'inciter les gens à télécharger l'application. Une nouvelle fois, je vous arrête tout de suite. Je ne cherche pas à les manipuler pour qu'ils la téléchargent. Je cherche à les motiver. C'est une question d'éthique. Pour ce faire, je me base sur une théorie qui nous indique que nous avons 3 motivations à agir. La première, ce sont les émotions. Je vais télécharger l'application parce que j'ai peur des inondations. La deuxième, c'est l'appât du gain. Je vais télécharger l'application parce que je veux gagner des connaissances sur le sujet.
Et la troisième, c'est le conformisme. Je vais télécharger l'application parce que tout le monde autour de moi l'utilise. Et on veut des résultats. Comment ça se passe ta thèse? Alors justement, qu'est-ce que je fais pendant ma thèse? Je crée des questionnaires dans lesquels je montre une des motivations à mes participants. Et après, je leur demande le nombre d'étoiles qu'ils mettraient sur l'Apple Store ou Google Play. Et puis, mes résultats, lorsque les gens sont face à une motivation sur les émotions, ils mettent 3 étoiles. Alors que quand ils sont face à une motivation de gain ou de conformisme, ils en mettent 4. On sait donc maintenant comment utiliser les motivations pour inciter les gens à télécharger l'application. Mais assez parlé, je vais vous laisser profiter de notre musée ainsi que de notre monument aux morts. C'est à cet endroit que vous pourrez rencontrer les esprits. Et si vous vous approchez, vous remarquerez de nombreux noms connus. Même le mien. Parmi nous, ce soir, certains sont infectés par une bactérie, Helicobacter. Alors non, ce n'est pas une bactérie qui fait de l'hélicoptère, mais plutôt le genre qui donne le cancer. Plus précisément, le cancer de l'estomac. 800 000 morts chaque année. Alors, dans le cas où la bactérie aurait décidé de rentrer en guerre contre nous, suivez-moi, je vais vous transporter au cœur de la bataille, dans notre estomac. La ligne de front, c'est notre muqueuse gastrique, une muraille de cellules qui empêche les bactéries d'envahir notre corps. Et juste derrière cette muraille, on a une seconde ligne de défense, notre système immunitaire, une armée de cellules prêtes à croiser le fer. Mais pour que le système immunitaire sache que la sournoise Helicobacter approche de l'autre côté de la muraille, il lui faut un signal d'alarme. Justement, nos cellules Tuft sont là. Imaginez-les comme des sentinelles postées sur la muraille, en haut des tours de guet, scrutant l'horizon et sonnant l'alarme au moindre signe de l'ennemi. Ce signal est essentiel pour notre système immunitaire car il lui permet de déclencher la réaction de défense de notre organisme, l'inflammation. Mais attention, car parfois une inflammation trop forte ou mal contrôlée peut grandement endommager le champ de bataille. Des trous, des bosses, des ulcères, des cancers. Ce champ de bataille, c'est le terrain que je scrute pour comprendre dans ma thèse comment, parfois, les actions de nos cellules qui font face à Helicobacter peuvent conduire au développement du cancer de l'estomac. Pour cela, je peux compter sur mes précieuses alliées, mes souris de laboratoire. Grâce à elles, je peux reproduire les mêmes batailles et espionner tout ce qu'il se passe durant le combat en regardant sous mon microscope. Ainsi, j'ai pu observer que lorsque le système immunitaire reçoit le signal des sentinelles, il va balancer tout son attirail contre Helicobacter. Lymphocytes, phagocytes, cytokines, missiles, grenades et dynamite. Mais tout ça sans réfléchir aux conséquences, car c'est un peu trop violent pour notre estomac. En revanche, lorsque les sentinelles sont absentes de leur poste d'observation, le système immunitaire ne s'enflamme pas et donc le cancer n'apparaît pas. Résultat, j'ai révélé la stratégie d'Helicobacter qui se sert de nos sentinelles pour manipuler le système immunitaire et faire un cancer. Mon travail pourra alors contribuer au développement d'un traitement dont le mode d'action serait de bloquer cette stratégie pour vaincre le cancer de l'estomac. Et quand Helicobacter ne pourra plus nous tuer du cancer, eh bien, elle pourra toujours se satisfaire, qui sait, en allant faire un tour d'hélicoptère. Vous avez entendu? C'est Pierre. Pierre était un buronnier de l'Aubrac. Une roule, comme on disait. Et oui, parce que dans les burons, chacun avait un rôle déterminé et bien établi. Ainsi, il y avait Lou Cantales, le chef. Lou Pastre, qui conduisait le troupeau. Lou Bédélier, qui s'occupait des veaux. Et Lou Roule,
un jeune garçon de 13 ou 14 ans dévolu aux basses besognes. Mais quand je vous dis que Pierre était buronnier, vous ne savez pas ce qu'il faisait exactement, parce que le terme en français ne permet pas de différencier les réalités particulières portées par la langue d'origine. La langue d'origine sur ce territoire, c'est l'occitan. Et si les fonctions évoquées n'existent plus, l'aubrac est encore fortement marqué par des mots qui relient la langue et le territoire et par les toponymes, c'est-à-dire les noms de lieux. Peiro Blanco, c'est la pierre blanche. Las Borios, les fermes. Louplanet, c'est le petit plateau. Vous les avez perçus, les sonorités singulières de ces noms de lieux, n'est-ce pas? Ils portent en eux une forte empreinte occitane, comme de nombreux toponymes sur ce territoire. Les hameaux, les fermes isolées, les portions de prés et de montagnes qui accueillent les estives, tous ces lieux ont un nom dont l'origine se trouve dans le paysage, le relief, la géologie, la flore, l'histoire locale et la dynamique sociale. Valoriser ces noms de lieux donnera encore plus de sens et d'authenticité au territoire pour les personnes qui veulent s'y installer, mais aussi pour la promotion touristique, en s'inscrivant dans un espace de diversité linguistique et culturelle, un espace accueillant, et préserver ainsi un patrimoine authentique, toujours vivant et dynamique. Mes travaux s'appuient donc sur la promotion de l'identité locale dans la langue d'origine, c'est-à-dire comment l'occitan pourra contribuer durablement au développement des territoires. Pour cela, je recueille des témoignages et je cherche des situations où l'occitan est employé. Je fouille dans les archives, les cartes anciennes et récentes afin d'émettre des hypothèses sur l'origine des noms de lieux. Puis je vérifie in situ si mes hypothèses sont cohérentes. Je cherche aussi la vitalité de l'occitan dans le secteur socio-économique, dans les actions institutionnelles, sur les panneaux, les noms de rues, et j'effectue des entretiens enregistrés que je transcris et que j'analyse afin de comprendre les motivations des personnes à parler occitan, leur intérêt à le voir cohabiter dans l'espace public avec le français, les représentations qu'ils ont de la langue. Je travaille à démontrer que les langues dites régionales peuvent valoriser, développer et promouvoir durablement le territoire. L'objectif de ma thèse, c'est donc de montrer que les langues peuvent coexister au cœur d'une nouvelle vision du terroir et des territoires. Tournées vers l'avenir, les langues dites régionales seront le vecteur d'une diversité culturelle nécessaire à la cohésion collective et à l'épanouissement individuel. Et cric et crac, mon raconte. Je vous propose d'embarquer avec moi pour un voyage. Ça tombe plutôt bien, puisque je travaille sur les origines géographiques. Alors, suivez le guide, fermez les yeux quelques instants. Promis, on ne va pas parler de votre enfance. Enfin, du moins pas dans ce sens-là. Plutôt d'un plat cuisiné qui vous a marqué. Peut-être est-il à base de viande, de légumes, d'une sauce? Ah, j'entends quelques estomacs qui gargouillent. Est-ce que vos narines perçoivent ce doux fumet? Alors rouvrez les yeux. Votre souvenir, il est lié aux arômes de ce plat, donc au terroir de chacun des ingrédients qui le composent, c'est-à-dire les liens entre territoire et savoir-faire qui ont permis leur élaboration. Dans ma thèse, je cherche à comprendre ce que cela signifie à l'échelle des molécules. Je fais ceci pour 3 produits que sont le vin, le miel et l'huile d'olive. Produits d'importance, la République, soit, mais le pinard surtout. Pour ce faire, j'ai récolté ces 3 produits directement chez les producteurs, en parcourant les 4 coins de notre hexagone. Je les ai au passage dégustés. Mais bon, ça n'était ni très scientifique, ni suffisant pour faire une thèse, même si c'était bien bon. J'ai alors mis au point une technique qui me permet de fouiller dans l'infiniment petit de ces bouquets aromatiques. Et ce, grâce à 2 grosses machines. La première, c'est un chromatographe. Son job à lui, c'est de séparer l'ensemble des molécules. Ensuite, il les envoie chez son copain, le spectromètre de masse. Lui, c'est le videur en boîte. Il va me donner le nom et la quantité de chacune de ces molécules. Un petit peu d'eugénol qui vous pique le nez. Beaucoup de salicylate qui vous transporte vers des îles paradisiaques. Puis, je compile et je compare ces listes de molécules avec l'origine géographique de mes produits. Et avec des algorithmes, je peux concevoir le GPS du terroir. Je peux ensuite faire le travail inverse. Je prends un produit inconnu et en fonction de la liste de molécules que je retrouve,
je peux le positionner sur ma carte pour dire il vient de là. Vous l'aurez compris, ma thèse s'intéresse à valoriser les origines géographiques de nos terroirs et à pouvoir transmettre à nos enfants la magie de ces arômes régionaux. Parlant de magie, il faut que je vous avoue quelque chose. Depuis le début de cette présentation, j'ai distillé quelques petits indices à votre cerveau afin que vous pensiez tous au même plat. Alors ça n'était peut-être pas celui de votre enfance, mais c'est assurément un plat d'importance en France, le bœuf bourguignon. D'ailleurs, il faut que je vous laisse, le mien est sur le feu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout un bon appétit. Confiez-moi vos secrets. Promis, je les garderai. On a tous des secrets qu'on ferait tout pour protéger. Mais parfois, ils sont volés. Imaginez, vous vous baladez sur les Champs-Élysées. Il pleut, mais ce n'est pas grave. Les lumières sont si belles. Et puis, vous les sentez. Les gouttes d'eau qui mouillent vos chaussettes. Vos vieilles bottes sont déchirées et vous rêvez des bottes de Louis Vuitton que vous regardez dans la vitrine depuis plusieurs mois. Mais elles sont trop chères. Le soir, vous regardez vos sites de commerce en ligne préférés. Et qu'est-ce que vous voyez? Les Louis Vuitton soldés à moins 80%. Vous saisissez l'occasion. Mais quand vous les recevez, elles sont moches. Et c'est du plastique. Ces bottes ne sont pas, en fait, des Louis Vuitton, mais des Louis bidons. Vous avez acheté une contrefaçon. Tout ça car les gens ne savent pas garder les secrets. Il était une fois un designer qui a conçu ces bottes. Il a créé un modèle 3D de la botte sur son ordinateur, puis il l'a envoyé sur la ligne de production dans le monde numérique. Ce modèle était censé être secret, mais un pirate informatique l'a volé pour créer une contrefaçon. Ce marché de contrefaçon coûte des milliards. De plus, il est directement responsable de perdre des millions d'emplois dans le monde. Ces pirates ne respectent pas les droits humains de leurs employés. Moi, je suis là pour combattre ces pirates, parce que dans ma thèse, je travaille dans la sécurité multimédia. Je protège le plus grand trésor, les modèles 3D secrets des marques. Ces modèles 3D sont composés des points dans l'espace, comme les étoiles dans le ciel. Et comme les constellations, les points se relient entre eux pour révéler la forme de la botte. Je développe les algorithmes de cryptage qui déplacent ces points pour que la forme de la botte soit cachée. Moi aussi, j'ai des secrets. J'ai une quantité infinie de clés informatiques secrètes qui débloquent chacune et de façon unique un déplacement de ces points. C'est uniquement grâce à la même clé qu'il est possible de retrouver la forme de la botte à nouveau. Parfois, je mets des pièges. À chaque fois qu'un modèle 3D est échangé, je cache un identifiant du destinataire dans ce modèle secret. Du coup, même si un pirate le vole, non seulement il ne va rien comprendre car le modèle va rester illisible pour lui, mais je peux tracer d'où vient la fuite. Confiez-moi vos secrets pour que vos Louis Vuitton ne deviennent pas bidons. Nous passons en moyenne 1 heure par jour à cuisiner. Figurez-vous qu'avec ma thèse, j'en fais beaucoup plus. À tel point que dans mon laboratoire, je me fais passer pour un rat cuisinier. Un peu comme dans Ratatouille, vous voyez, le film d'animation? Sauf que ma spécialité, ce n'est pas la ratatouille, mais l'hydrogène. Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi l'hydrogène, me direz-vous? C'est vrai que comme spécialité culinaire, ce n'est pas très ragoûtant. Pourtant, produire de l'hydrogène, ça pourrait servir pour alimenter nos véhicules. Car l'hydrogène, ou H2, c'est le carburant du futur. On peut le brûler sans libérer de CO2 dans l'atmosphère, contrairement aux carburants actuels. Sur le papier, c'est l'alternative parfaite aux énergies fossiles. Malheureusement, aujourd'hui,
l'hydrogène est principalement obtenu par des procédés polluants, utilisant du gaz naturel ou du charbon. Pas terrible pour l'environnement. C'est là, en tant que rat cuisinier, que je passe à l'action. Je travaille sur une recette biologique pour fournir un hydrogène plus propre. Et comme tout bon chef cuisinier qui se respecte, j'ai des commis à ma disposition, des bactéries. Ce sont elles qui produisent de l'hydrogène à condition que je les nourrisse correctement. Et oui, comme nous, ces bactéries mangent, digèrent et libèrent des gaz comme de l'hydrogène. L'objectif de ma thèse est donc d'identifier le régime alimentaire idéal pour qu'elles produisent un maximum d'hydrogène. Car plus elles se régalent, plus elles libèrent de l'hydrogène. Pour chaque plat servi, je mesure et compare le volume de gaz produit. Et d'après mes résultats, mes bactéries sont gourmandes. Plus je leur sers du sucre, plus je récupère de l'hydrogène. Mais le problème avec le sucre, c'est qu'il faut le produire. Et croyez-moi qu'en grosse quantité, ça coûte cher. Étant un peu radine, faire des économies, ça me connaît. Je vais donc cuisiner des déchets alimentaires qui contiennent du sucre, pas cher, mais aussi des lipides, des protéines et du sel. Comment mes bactéries vont-elles réagir face à cette association de saveurs? Regardez par exemple, dans le film Ratatouille, quand Rémi le rat mange un mélange fromage-fraise, il ressent un mélange de saveurs, un feu d'artifice qui explose dans sa tête. L'intensité de ce feu d'artifice est décuplée en mélange par rapport au fromage seul. De la même manière, est-ce que je peux stimuler la production d'hydrogène en proposant à mes bactéries une pizza à l'ananas? La réponse à cette question sera pour la suite de ma thèse, en plat de résistance. En attendant, j'espère avoir rassasié votre curiosité à propos de l'hydrogène. Et vous voilà maintenant rassurés quant au devenir de vos restes de pizza à l'ananas qui serviront un jour pour alimenter nos voitures à hydrogène. Tout commence dans les années 60, les années hippies. Vous savez, ces idéalistes qui considèrent que la solution contre la guerre, c'est l'amour. Flower power, le pouvoir des fleurs. 1960, donc, des chercheurs, probablement en train de fumer la nature avec amour, s'intéressent à la dépollution par les plantes. Saviez-vous, par exemple, que le tournesol est capable d'accumuler l'uranium des sols contaminés? C'est la même chose pour la fougère et l'arsenic, ou le sol pleureur et le plomb. Une fois que la plante a accumulé le polluant, on n'a plus qu'à la récolter et l'éliminer, ce qui est beaucoup plus simple que d'éliminer des millions de mètres cubes de sol. C'est ce qu'on appelle la phytoremédiation, et c'est le sujet de ma thèse. Je suis géochimiste et je m'intéresse à ce qui se passe dans le sol quand les plantes défoncent la pollution. Depuis les années 60, la phytoremédiation est entrée dans l'ère de l'agriculture intensive, des OGM, des boosters de croissance. Elle est devenue plus efficace, mais aussi plus complexe. Imaginez, ça fait 10 ans que vous bossez sur un polluant pour trouver la plante parfaite. Super. Maintenant, tu nous fais la même dans un climat tropical. D'ailleurs, est-ce que ça marche toujours si on double la dose de polluant et en cocktail avec d'autres contaminants? Voilà, alors moi j'ai décidé de changer d'approche et de m'inspirer de l'optimisme des hippies. Aujourd'hui, la phytoremédiation, c'est on plante, ça absorbe, on coupe, ça dégage. Et si plutôt on faisait, on attend, quelque chose pousse, on récolte, on coupe et ça dégage. Si on laissait la nature décider qu'est-ce qui va repousser, est-ce que ça accélérera le processus? Alors ma thèse est très peace and love, je parle d'amour, de phytoremédiation, mais alors je parle beaucoup de drague. La drague est un bateau qui racle le fond des ports pour retirer la vase qui s'accumule. Oui, je vais parler de vase et non, tu n'auras pas mon numéro. Donc la vase, toutes mes expériences, je les fais sur de la vase qui provient de dragage de ports maritimes. Je me concentre sur l'élément chimique du chlorure et j'observe des endroits où la vase a été déposée et où des plantes ont repoussé spontanément. Je les identifie, elles et la vase, je les amène au laboratoire, je les analyse et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des plantes qui poussent très bien mais qui n'accumulent pas grand-chose, voire même qui changent le sol dans lequel elles poussent pour que le contaminant reste.
Mais elles sont aussi en compétition avec des plantes qui accumulent énormément. Et si ces plantes-là gagnent, on pourrait dépolluer ma vase en moins de 3 ans. Voilà. Donc, moi, je suis arrivée avec mes velléités pacifistes. Tout ça pour me rendre compte que la nature ne fait, mais alors pas du tout l'amour, mais bien la guerre. Ma thèse est un coup de gueule. Je suis là pour remettre en question une légende et dénoncer cette mascarade. Moi, qui ai toujours cru que Sherlock Holmes était un grand détective doté d'un pouvoir de super-déduction et d'une intelligence hors norme. J'apprends en fait qu'il se drogue à longueur de journée à l'opium afin de doper son attention, sa mémorisation et sa capacité à comparer rapidement. De super facultés donc, mais à quel prix ? En plus d'être un très mauvais exemple, son addiction signifie quelque chose. Sherlock est en réalité comme vous et moi. Peut-on donc avoir ses pouvoirs ? Alors non, je vous vois venir, je ne vous pousse pas à vous droguer pour obtenir des pouvoirs. J'ai bien plus intéressant à vous proposer. Le cerveau, c'est parfois comme un ordinateur. Quand on réfléchit, plein de petits programmes se lancent pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Ces programmes, que l'on appelle processus cognitifs, il y en a beaucoup, mais seulement ces 3-là m'intéressent. Pour les étudier, j'utilise la réalité virtuelle. Je mets un casque et des capteurs sur la tête de mes sujets d'expérience et je les plonge dans des situations de réflexion intense, comme une scène de crime à analyser. Et là, je capte toutes leurs actions. Avec quels objets ils interagissent, quel est leur niveau de stress, quel est le mouvement de leur corps, de leurs yeux, à quels sons réagissent-ils. Bref, un maximum d'informations comportementales et physiologiques. Et l'avantage avec la réalité virtuelle, c'est que je peux utiliser des stimulations sensorielles, visuelles ou auditives, et voir comment ça les aide dans leur réflexion. Ma thèse est donc une question de design. Peut-on créer un environnement virtuel qui stimulerait l'humain afin de booster ces 3 processus cognitifs ? Oui, je veux que mon système d'aide remplace le dealer de drogue de Sherlock, mais je trouvais ça moins joliment dit. Les aides automatiques, ça existe déjà, mais la plupart du temps, le système connaît en avance la solution et dicte juste la marche à suivre. Plus aucune place pour l'expression personnelle. Mes résultats montrent qu'un système qui ne connaît pas la solution, mais qui donne ses super facultés, est efficace. Car même quand on nous donne la solution, notre cerveau prend souvent des raccourcis. C'est ce que l'on appelle des biais cognitifs. Parfois, c'est une bonne chose. Parfois, ces biais nous induisent en erreur. Avec toutes les données comportementales que je récolte lors d'une réflexion, mon système aidera à éviter les inexactitudes liées aux biais. Alors, la prochaine fois que vous analyserez une scène de crime à la télé, fini le temps des bouffées d'opium de Sherlock, je lui ai désormais pardonné, place au futur avec mon casque sur la tête. Et là, votre esprit aura alors véritablement la capacité de comprendre ce que perçoivent vos yeux et votre... Je pense que tout le monde, et notamment les candidats et les candidates, attendent avec impatience les résultats. Je vais demander donc à Laurence Remeau de venir donc à côté de moi, présidente du jury. Vous avez débattu. Est-ce que c'était difficile par rapport à la promotion que nous avons eue donc cette année de la finale régionale Occitanie-Est ? Oui, je me permets de dire que ça a été très très difficile. On avait peu de temps, mais en revanche, quand on a vraiment confronté finalement nos appréciations, on est arrivé très rapidement à identifier nos 3 lauréats. Mais on voudrait vraiment exprimer notre respect, notre admiration pour toutes les présentations qui ont été faites. Vraiment bravo, bravo. Vous avez fait preuve de créativité, de dynamisme, d'expertise. Moi, je suis profondément, vraiment merci. Je suis très émue d'être ici. Et vraiment, bravo.
Moi, j'ai envie de dire à ces jeunes doctorantes dans ce climat qui est si anxiogène que ça nous donne vraiment de l'espoir. Et voilà. Donc, j'imagine que vous attendez avec impatience. Donc, j'arrête de vous dire bravo. Et maintenant, on va peut-être... Oui, nous allons passer, mais merci pour ce joli mot. Nous allons passer donc à l'annonce des résultats. Et alors, comme dans tout bon concours, bien sûr, on va commencer par le 3e prix donc du jury. Il sera remis par Judith Roussel, directrice agence fonction publique Banque Populaire du Sud, Bérangère Ducrot, responsable des partenariats CASDEN, et Carole Théron, présidente de la section du Gard MGEN. On peut les applaudir. Et je prends un autre micro. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur la finale de ce soir, peut-être ? Je sais, mais j'adore faire durer les concours. Ça, c'est le côté d'animateur, ça. Bonsoir. Donc moi, c'est Bérangère. Je suis là pour représenter la CASDEN. Pour ceux qui ont vu les précédentes éditions, moi, ça fait 10 ans que je vois défiler pas mal de doctorants et j'ai toujours plaisir, en fait, à être partenaire avec cet événement. Il faut savoir qu'on soutient au niveau de la CASDEN toutes les finales régionales depuis de nombreuses années, la finale nationale, et c'est vraiment un concours qui nous tient à cœur. Et d'un point de vue plus personnel, je voulais dire merci pour l'énergie surtout, parce qu'en fait, on ressort chaque fois avec le sourire. Chaque fois, on ne voit pas défiler en fait, le temps. Donc moi, à 2h30, 3h, je n'ai pas vu passer. Donc voilà, merci pour ce que vous donnez. Voilà. On va être rapide. Alors moi, c'était mon premier événement et j'ai été bluffée, vraiment bluffée. C'est extraordinaire de voir ces doctorants se lier à cet exercice qui me semble extrêmement difficile. Donc bravo à tous et je suis très ravie en fait d'être partenaire de cet événement. Merci. Merci. Bonsoir. Je représente ce soir à la MGEN. Je suis très honorée d'avoir pu vous écouter tous. Je vous félicite. Voilà, la MGEN est engagée auprès des étudiants, elle promeut la santé et elle est partenaire tout au long de la scolarité et puis de l'enseignement aussi. Donc merci à tous et puis je vais abréger vos souffrances. Merci beaucoup. Et donc avant de dire les résultats, on a une petite vidéo à diffuser de 30 minutes. Non, je rigole. Laurence, on va dire le résultat peut-être. Le 3e prix du jury, un chèque de 500 €, est attribué à Caillé Julie. Et bravo, bravo. Alors Julie, rejoins-nous sur la scène. Alors, il va falloir recevoir tous les petits prix. Alors voilà, il y a plusieurs petites. Et le gros chèque de 500 €. Voilà. Ça sera encombrant, hein, si tu rentres en transport en commun, ça va être compliqué. Hein. Est-ce que tu as un petit mot? Alors, on fait comme les remerciements au César ou au Oscar. Est-ce que tu as un petit mot, un remerciement, quelque chose à dire? Merci. Du coup, si vous voulez savoir pourquoi il était à gauche, je pourrais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Et merci et bonne chance à ceux qui restent. Merci beaucoup. Deuxième prix du jury, qui va être remis par Aurélie Lieuvin, qui est chargée de communication au CNRS Occitanie-Est. On peut applaudir le CNRS. Un petit mot, Aurélie, sur la finale de ce soir. Alors, un tout petit mot, doctorant, j'ai été impressionnée. Je vous ai vu à la présélection, je ne vous ai pas reconnu. Voilà. Donc, vous avez fait un travail extraordinaire. Bravo à toutes et à tous. Et donc, sans plus tarder...
Le deuxième prix du jury. Le deuxième prix du jury est adressé à une autre Julie, Basse Julie. Alors, il va falloir recevoir. Donc, il y a le chèque. Toujours pareil. Donc là, c'est enceinte Bluetooth pour Julie. Un petit mot, Julie, peut-être aussi, hein. Eh ben, merci beaucoup. J'ai passé une excellente soirée. Je pense que on a tous vraiment bien réussi nos pitchs. Je suis fière de nous et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations. Alors, c'est une enceinte très plate, mais je pense qu'il y a un bon cadeau. Alors, le prix du public, je pense que aussi tout le monde l'attend. Donc, la personne qui va aller à la demi-finale nationale fin mars. Alors, il va être remis par Gilles Subra, directeur du collège doctoral de l'Université de Montpellier. Un petit mot, Gilles, peut-être ? Oui, merci beaucoup d'avoir été présent à Nîmes pour cette finale. Donc, le jury a fait un travail superbe, donc je voudrais le remercier. On peut les applaudir parce que ça a été difficile. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, donc je vous laisse la parole, Madame la Présidente. Donc le prix du public, le premier prix, est adressé à Bron Pauline. Félicitations, Pauline. Alors, il y a des banderoles dans la salle, donc je ne sais pas si elles se sont adressées à les Patrick. D'accord. Un petit mot, Pauline, peut-être ? C'était trop bien. Genre, merci, franchement, tous les speeches, c'était trop bien. On s'est éclaté, on était tellement stressés avant de monter sur scène. Et surtout, un grand merci aux formateurs de nous avoir formés, parce qu'on est parti de très très loin. Et on est arrivé ici à faire des speeches, franchement, d'enfer. Donc, merci. Bon, et Laurence, la dernière annonce, le dernier... Ça y est, hein, il m'appelle Laurence. Alors, Laurence, exactement. Je fais partie de la grande famille, exactement, des journalistes. Donc, premier prix du jury, pareil, un prix, donc un lauréat ou une lauréate qui partira à la demi-finale nationale fin mars. Et donc, ça sera remis par Nicolas Inguimbert, directeur du collège doctoral Languedoc-Roussillon. Ouais. Flo Sorde. Félicitations, Flo. Alors, le chèque arrive, il est juste derrière. Il est là, le chèque. Après, l'autre. Donc, c'est un immense plaisir pour moi de te remettre ce chèque et ce prix, d'autant plus que tu es doctorante dans l'université qui nous accueille. Et pour la petite histoire, Flo, elle avait participé à une finale régionale qui était bien triste puisqu'elle avait eu lieu en visio uniquement. Et à cette époque-là, elle avait eu le deuxième, excusez-moi. Donc elle vient de gagner une place en plus. Et il n'y avait pas eu de finale nationale. Et donc elle avait vraiment à cœur de reparticiper à MT 180. Et toutes nos félicitations pour ce magnifique premier prix. Bien évidemment, je remercie cette deuxième incroyable promotion. Je renouvelle. L'expérience humaine est incroyable. Et les formateurs aussi. Et j'aimerais remercier Isabelle Técher, ma directrice de thèse, qui m'a accompagnée avec énormément d'humanité dans le difficile commencement d'une thèse pendant le Covid. Et vraiment, vraiment merci Isabelle. Bravo Flo.
Félicitations Flo. Félicitations à l'ensemble des candidats et des candidates. Et je laisse donc le mot de fin à Gilles et à Nicolas. Oui, pardon. Donc, en premier lieu, on voulait, Gilles et moi, remercier le public qui s'est déplacé en nombre à Nîmes. Pour nous, on a fait ce pari-là, ce n'était pas gagné initialement, d'organiser une finale sur l'Université de Nîmes, qui nous a très bien accueillis. Et nous sommes fort heureux de voir le succès qu'a rencontré cette finale régionale et de la façon dont ça s'est organisé. Et on tient à remercier également toutes les petites mains qui organisent ça, qui sont les équipes des collèges doctoraux, Languedoc-Roussillon et de l'Université de Montpellier. On tient également à remercier les partenaires de cet événement, donc la CASDEN, la MGEN et la Banque Populaire qui nous supportent depuis déjà quelques années, le CNRS bien évidemment, et les métropoles de Nîmes et de Montpellier pour leur soutien financier sans lequel on n'arriverait pas à organiser cette finale régionale, et c'est pour cela que je pensais à la région, parce que la région nous soutient également à l'occasion de cet événement. Alors, la finale régionale se conclut maintenant, mais sachez que ça va se poursuivre maintenant au niveau des établissements du secondaire, parce que l'on a un prix des lycéens. Et là, on va envoyer les 6 vidéos des meilleurs candidats, qui sont représentatifs de l'ensemble de la région à l'ensemble des lycées régionaux. Et je vais laisser Gilles parler un peu de ce prix qui lui tient également fort à cœur pour conclure cette finale régionale à laquelle nous vous remercions encore une fois d'avoir apporté votre soutien par votre présence. Et on tient aussi à remercier les coachs, Pascaline, Marc et Patrick qui sont en... Et Gilles le dira certainement, on remercie également les universités, les écoles doctorales et tous les directeurs de thèse qui forment l'ensemble de ces doctorants à une recherche d'excellence et que vous avez su apprécier, je l'espère, ce soir. On a oublié de remercier aussi les services techniques qui nous ont accompagnés, qui ont pris les captations vidéo. Donc un grand merci pour avoir mis à disposition le matériel et avoir assuré toute la partie technique de cette soirée. Donc, comme l'a dit Nicolas, on a une particularité ici dans notre région, enfin côté Est en tout cas, c'est d'avoir essayé de faire que cet événement ne soit pas quelque chose magnifique, mais one shot, mais lui donner un peu plus d'ampleur. Et il nous a semblé important, compte tenu de tous les aspects positifs qu'a ce concours, à notre avis, faire connaître la science, faire en sorte que le public, la société trouve une incarnation dans des jeunes de ce que peut être la recherche scientifique, voir comment on peut adresser des sujets compliqués en essayant de se mettre à la portée du public. On a trouvé que c'était un moyen aussi de rapprocher le secondaire de l'enseignement supérieur. Et grâce à l'aide du rectorat, et on espère que cette aide va s'intensifier et se poursuivre dans les années qui viennent, on a mis en place un prix qui est le prix des lycéens. Donc les lycéens vont pouvoir voter avec leurs professeurs pour leur candidat ou leur candidate favori. Et avec les 2 collèges, on va avoir le plaisir de remettre ce prix dans un des lycées qui aura le plus voté dans la région. Et donc ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on fait venir des collègues, enseignants-chercheurs, des personnels de la recherche, également des personnels qui vont parler d'orientation, qui vont parler également de la place des femmes dans la recherche, des doctorants également, pour discuter
avec les lycéens sous forme de petits ateliers. Et on peut vous dire, vu le succès qu'ont rencontré ces ateliers-là, que je pense que peut-être ça a suscité des vocations. Et je pense que c'est le plus beau cadeau aussi qu'on peut faire au travers des prestations que vous allez livrer, c'est qu'elles ne vont pas s'arrêter là, elles vont continuer à vivre et peut-être donner la flamme à des jeunes qui vont peut-être se retrouver dans nos universités, dans nos laboratoires et peut-être un jour sur cette scène. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais encore une fois vous remercier pour vos applaudissements. Un public qui a été franchement extraordinaire ce soir. Et vous souhaiter une excellente soirée. Est-ce que vous pourriez revenir tous pour une photo de groupe finale, s'il vous plaît ? Qui est-ce qui prend la photo? Ouais, un peu plus expressif.